Bonjour à tous, camarades et citoyennes. Encore une fois, une lecture d'article, euh, parce que c'est une lecture d'article d'un blog de Le vent se lève, qui parle de Michel Fousscar. Alors Michel Fousscar, notre camarade, est quelqu'un d'assez intéressant. C'est un individu qui a étudié les mutations du capitalisme d'après-guerre. Hein. Quelqu'un qui a un travail tout à fait intéressant, malheureusement assez peu connu. Hein, il est mort, mais son ami Dominique Pagani est toujours en vie. Force et honneur à lui, au passage. Euh, à notre cher Dominique Pagani, qui lui fait le boulot de, de continuer l'œuvre de son ami, ce qui est tout à fait adorable comme amitié. C'est très beau, hein, de constituer l'œuvre d'un de ses amis, une amitié intellectuelle et politique forte. C'est comme celle-là, c'est quelque chose de beau. Hein. Et cette amitié politique et intellectuelle, elle nous sert quand même pas mal à lutter contre la domination de la bourgeoisie, hein, au passage. Kluskar est quelqu'un de très intéressant. Et il y a un article qui a été consacré à lui sur Le vent se lève, et principalement et notamment sur son ouvrage le plus fameux en fait, qui est celui qui s'appelle Le capitalisme de la séduction. Donc je vais vous faire la lecture. Hein. Pour commencer, cet article il date du 20 août 2020. Il s'intitule Le capitalisme de la séduction, retour sur l'ouvrage de Michel Kluskar. Vous avez en résumé, hein, un, petit un petit encart. Pour Kluskar, le capitalisme a inventé l'innocence, plus de péché, de tabou ou de culpabilité, seul le droit à la jouissance, une fausse innocence, une fausse naïveté, qui est l'essence du mondain, du système qui fonde la civilisation capitaliste. On commence. L'initiation mondiale à la nouvelle civilisation marchande, le système de dressage anthropologique au capitalisme du plan Marshall et des Trente Glorieuses. Voilà ce que s'emploie à décrire cet ouvrage. C'est en ces termes que s'ouvre la préface de Capitaliste de la séduction de Michel Kluskar, initialement publié en 1981 et réédité en 2015 par les éditions Delga. Son auteur, né en 1928 et mort en 2009, était un proche du PCF, mais aussi et surtout le théoricien critique du libéralisme libertaire. Kluskar sous-titre justement cet ouvrage Critique de la social-démocratie libertaire, qu'il définit comme stade avancé du capitalisme ayant produit un marché du désir, dans une société où se confondent libéralisme et liberté. Vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, cet ouvrage donne les clés de compréhension du monde contemporain dans le contexte du capitalisme d'après-guerre. À travers son analyse du mondain, compris comme un nouveau moyen de démarcation de la bourgeoisie reconstituée et des classes dominantes, Michel Kluskar s'emploie à démontrer que l'idéologie conditionne la sensibilité, que la consommation de masse est emplie de l'idéologie capitaliste. Surtout, il démontre comment cette dernière est parvenue, en s'immisçant dans la culture, à faire de la consommation de masse le seul projet de vie désirable, sans alternative envisageable. Selon Michel Kluskar, le point de départ se situe dans le plan Marshall et dans son importation en France, à l'origine de nouvelles sociétés de consommation. Ce nouveau modèle de société vient remplacer le modèle traditionnel, est une société dans laquelle le consommateur est amené à perdre la notion de production et à se déconnecter de son process, dont l'objectif devient l'accès au ludique, au libidinal et au marginal. Une consommation empreinte de l'idéologie capitaliste, où l'on promeut la frivolité en opposition au sérieux du travail et de la société industrielle. À la fin de l'ouvrage, l'auteur mentionne des mœurs pouvant paraître anodines mais intrinsèquement liées à la nouvelle société de consommation. Il analyse les mœurs mais aussi le terrain idéologique et politique afin de saisir comment le désir a pu accéder au pouvoir culturel. Kluskar propose finalement un parcours de l'initiation mondaine en plusieurs temps jusqu'à l'intégration parfaite dans le système. Il entend livrer une anthropologie de la société capitaliste depuis la libération jusqu'à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, période à laquelle Kluskar écrit son ouvrage. L'initiation mondaine à la société capitaliste, de la base politique à la base sociale. Sa démarche prend pour point de départ l'analyse de l'initiation au système, à la civilisation capitaliste, ainsi que son essence, pardon, sa culture, ses valeurs et ses mœurs.
afin de saisir le fondement de cette civilisation. Tout d'abord, la mondanité représente à elle seule la base du système, à savoir les principes de mode, de démode et de démarcation nécessaires au fonctionnement de la société de consommation capitaliste. Ensuite, le ludique, le libidinal et le marginal représentent les produits de cette mondanité, l'essence de la société du désir. Le ludique par l'usage d'objets amusants dans l'enfance, le libidinal à l'adolescence. On retrace ainsi par l'analyse de certains objets propres au système et à leur usage comment l'idéologie permissive du capitalisme s'insère dans les esprits. L'acte fondateur, le plan Marshall. Mis en place à partir de 1947, le plan Marshall constitue une série de prêts accordés par les États-Unis aux pays européens afin de les aider à se reconstruire après la guerre, non sans contrepartie. Pour Kluskar, le plan Marshall constitue une soumission d'abord économique, puis culturelle, esthétique et philosophique de l'Europe aux États-Unis. Il aurait permis de produire des consommateurs afin de vendre les surplus de production américains, qu'ils soient alimentaires, vestimentaires ou bientôt électroménagers. L'impérialisme du plan Marshall a greffé une économie de l'abondance sur une économie de rareté, réalisant au passage l'assemblement de l'économique et du culturel. Ces considérations ne sont pas sans rappeler la vision de la postmodernité de Jameson et d'Anderson de l'influence de l'américanisation dans le domaine culturel. Le plan Marshall aurait ainsi relevé d'une véritable stratégie de séduction. En plus d'un nouveau mode de production de l'abondance, la déculpabilisation des achats hors portée des familles et la mise en place du ludique faisant le jeu du capitalisme ont été le surplus incitant à l'achat du plan Marshall qui tient les deux bouts. Le pain et le jeu, la machine et le rêve américain, le ludique de la nouvelle bourgeoisie qui dénonce le sérieux de la société industrielle. Se moque ainsi de la bourgeoisie traditionnelle de l'ancien capitalisme concurrentiel, la promotion du ludique devient alors la dénonciation de l'oppression bourgeoise. À présent, puisque n'importe qui peut s'offrir le luxe du gaspillage, on peut prétendre se mettre en dehors de l'argent en accédant à la consommation mondaine. Le néo-capitalisme permet de jouir sans avoir, ultime stratégie de la séduction, car qui s'offusquerait d'usages insignifiants ou entreprendrait une croisade contre la entre guillemets, banalité quotidienne. Kluskar se montre également très critique vis-à-vis de mai 68, un cheval de Troie du néolibéralisme, ouvrant la voie à une société de consommation et de croissance au nom d'intérêts bien éloignés de la véritable lutte des classes. L'enfance et son prolongement, la consommation ludique. L'enfant spontané s'opposerait à la société de consommation, mais en réalité, l'enfant s'abandonne à celle-ci. Et les raisons pour Kluskar sont anthropologiques. L'éducation est censée soumettre le principe de plaisir au principe de réalité. Dans le système capitaliste, on assiste au contraire à toute la puissance du principe de plaisir. L'enfant profite d'un progrès sans donner aucun travail, dans la totale ignorance du travail nécessaire à la production des biens qu'il consomme. C'est cette logique que le système cherchera à prolonger par-delà l'enfance. Le capitalisme veut que nous restions des enfants, englués dans cette ignorance. La pédagogie du système exalte cette gratuité. Le système souhaite et semble être parvenu, d'après Kluska, à nous déconnecter des logiques de production. L'analogie du flipper apparaît comme métaphore du système actuel. On ne gagne rien si ce n'est l'incommensurable satisfaction de rejouer. La gratuité de l'enjeu est l'essence du jeu, au contraire du travail, toujours intéressé. Jouir est trader plutôt que posséder. La jouissance n'est plus dans la thésaurisation mais dans l'usage de l'objet. La stratégie du système capitaliste consiste à étendre à toute la société cette logique de la consommation. Ces nouveaux objets mondains ludiques ont pour but la distanciation vis-à-vis du monde du travail. Kluskar parle de terrorisme mondain pour décrire le gaspillage, couronnement de la promotion mondaine. Le pouvoir du capitalisme a été d'offrir ce luxe suprême au premier venu, cassé, gaspillé, jeté et à la portée de tous. On écarte de l'éducation les conduites d'apprentissage du processus de production. L'objectif final de ce système est par ailleurs d'unifier le centre-gauche, le centre-droit à travers une nouvelle classe moyenne, une classe unique qui ne nécessiterait plus aucune alternance. Pour Kluskar, toute propriété n'est pas du vol, et il se montre critique vis-à-vis des thèses de Proudhon. Toutefois, le vol réalisé par la bourgeoisie est bien une appropriation illégitime de la propriété. La bourgeoisie en a fait son métier, par l'accumulation, savoir acheter pour revendre, savoir échanger, trader.
La nouvelle consommation mondaine en a fait son affaire. Les surplus et nouvelles marchandises en sont aussi une caractéristique. Devant exprimer une intention subversive, contestataire, ainsi s'écoule la marchandise par la promotion de ventes devenues gestuelles mondains. Subversivité et transgression, atout du système, la fausse subversivité, le modèle de la bande. Le nouveau capitalisme souhaite drêter le corps et mettre en place un nouveau système éducatif en se servant de l'échec éducatif, entre guillemets, des sociétés traditionnelles pour promouvoir des nouvelles valeurs. L'enfant trop sage doit être prêt aux affrontements, à la libre entreprise, à la magouille. L'agressivité doit être récupérée et canalisée pour créer des leaders, entre guillemets. Cette nouvelle culture doit permettre de transformer les défauts personnels en vertus. Il faut s'adapter, comme dirait ironiquement Barra Stigler, sous peine de sélection. Les nouveaux chefs seront ceux qui seront adaptés aux mutations les plus brutales. La sélection vis-à-vis des autres espèces passe par une sélection dans l'espèce. Le nouveau rendement d'apprentissage est donc une praxis de classe. Kouskar définit l'idéologie capitaliste comme une idéologie de la bande, du lobby, de la secte. En réalisant la catharsis de ces pulsions permises par la nouvelle société libérale, le nouveau bourgeois contrôle le monde d'en bas. Pour les filles d'en bas, la reconnaissance dans la bande est une promotion mondaine. Par le principe de la bande, on assiste à une maîtrise du libidinal et du ludique par la camaraderie sexuelle, par exemple. Pour que la bande perdure dans ce système, elle ne doit ni se tirer vers le haut et l'édification morale, ni vers le bas et la criminalité. Le groupe doit être moyen, éviter le conflit de classe. Le gauchiste deviendra ainsi la mascotte du système, amusant la galerie par sa fausse décadence constitutive de la fausse subversivité. L'histoire de la bande montre le cheminement de l'idéologie libérale jusqu'à la social-démocratie libertaire, à travers deux types d'individus, l'artiste et l'intellectuel. Tous deux dans ce système vont être promus socialement pour leur idéologie contestataire. Le système va récupérer la contestation grâce à l'arrivisme de l'intellectuel. Il faut politiser à outrance pour se différencier. C'est le gauchisme. Artistes comme intellectuels forment cette nouvelle culture où la subversion doit toujours rester de bon goût. La récupération du bourgeois marginalisé, la monopolisation de la culture. Une nouvelle bourgeoisie culturelle se met donc en place car le bourgeois marginalisé, par certaines modes culturels, va marginaliser ces modes avant de les récupérer. Pardon. La culture bourgeoise originale étant devenue obsolète pour le nouveau capitalisme, la bourgeoisie n'a plus de message à apporter et ne cherche que des alibis culturels à la consommation. Elle va chercher dans les traditions populaires pour justifier ses usages mondains, dans une logique d'esthétisation qui caractérise l'après-guerre. Le jazz, issu du prolétariat noir américain, est pris en exemple par Kouskar. Le rock, musique de la subversion, ou plutôt arrivisme mondain de la nouvelle génération blanche, récupère le jazz de la même manière que le gauchisme a récupéré Marx. Le rock se prétend subversif, mais n'est que soumission à l'ordre capitaliste, jusque dans son rythme et sa composition, découpée en tranches répétitives, conformistes, dotées d'un rythme conservateur réactionnaire. En comparaison avec la profondeur du swing, du blues dont se réclament les rockers, ils ne récupéreraient plus rien il ne récupérait rien de plus qu'une subversivité factice. Les dernières boîtes de jazz parisiennes laissent place au rythme le plus pauvre, le disco. La dynamique marginale mondaine va devenir pratique courante via les bandes et leurs rassemblements. On assiste à la banalisation immédiate des tubes, de la mode la plus avancée. Ce dressage corporel permet d'accéder à la forme la plus parfaite de la consommation mondaine. Le corps devient passif, soumis, mécanique, prêt à la consommation, à recevoir sans produire. L'authentique révolte devient impossible dans un tel corps. La radicale soumission du corps à l'animation machinale permet de participer à ce grand tout et d'atteindre la transe, permet d'assimiler la mécanisation du vécu imposée par le néo-capitalisme. L'élan vital s'identifie à la dynamique capitaliste. Kluskar parle ainsi du mana, concept polynésien, qui désigne l'émanation de la puissance spirituelle du groupe, qui participe à le rassembler. Les différents niveaux de l'initiation mondaine à la société capitaliste ont pour but de capter ce entre guillemets, mana, de rassembler les individus autour d'une même idéologie, d'une même dynamique. Sexe, drogue et rock'n'roll, la transgression de l'institution comme intégration au système. La dynamique du groupe et l'animation sonore ont donné au corps un équipement machinal
tel qu'il peut fonctionner par lui-même. Le mannequin s'humanise et va pouvoir s'élancer vers des conduites mondaines encore plus perfectionnées, celles de l'initiation mixte, subversive et institutionnelle. La marginalité est devenue consommation de masse. Ce qui était autrefois mondain s'est démodé. La subversion se radicalise et devient une grande bataille contre les tabous et interdits. La transgression de la mondanité atteint son sommet avec le sexe et la drogue. Pour Kluskar, ce qui se dit contestation n'est qu'un niveau supérieur de l'intégration au système. Le combat contre l'institutionnel n'est que substitution de l'institutionnel de demain à celui d'hier. Le petit bourgeois émerveillé en accédant au danger et le petit bourgeois émerveillé en accédant au danger à l'interdit. Tirer sur le joint représente une résistance aux institutions et à l'état policier. L'image du type qui se détruit parce que le système le dégoûte est considérée par Kluskar comme une ressucée de l'imagerie romantique. La défonce, c'est surtout la soumission du corps, son abrutissement. Le drogué est l'essence même de la société de consommation. Cette consommation est le rituel de l'achat qui valorise le produit. Sa clandestinité le rend exclusif, sélectif, subversif. Aujourd'hui proclamée inoffensive, l'imagerie de la déchéance romantique liée au hashish apparaît comme usurpée. Fumer n'est plus une réalité pour se détruire, mais pour détruire le système. Le danger n'est plus la drogue en tant que telle, mais la répression policière. Le matériau social est aussi important que celui apporté par le corps. L'accoutumance est à la fois morphologique, psychologique, sociologique. Le H n'est plus pur symbole de la consommation transgressive, mais snob. Kluskar sépare les drogues en deux types, excitants et stupéfiants, exaltation, dépression, qui se rejoignent dans le fait qu'ils subvertissent le rythme originel. L'excitant permet de suivre le rythme du système, mais le corps ne peut plus suivre. Le calmant, pour établir le rythme, en fait trop. Pour guérir la frustration, encore un excitant. L'accoutumance naît de ce cycle infernal. À la fin du parcours, le vécu est absolument artificiel. La drogue aboutit à l'animation machinale du corps, permettant d'imposer et de reproduire le rythme infernal du système. Voilà pourquoi il est proposé comme critique du système par le système néo-capitaliste lui-même, alors qu'il n'en fait que la promotion en réalité. Voilà pourquoi il est proposé comme critique du système par le système néo-capitaliste lui-même, alors qu'il n'en fait que la promotion en réalité. Pardon. Révolte féminine et appropriation bourgeoise. Là, on commence, vous voyez, je fais une parenthèse, là, on commence dans le côté un peu plus marxiste-riac. Je referme la parenthèse. Ah, c'est plus compliqué que ça, vous verrez, si vous y réfléchissez bien. Donc, je referme la parenthèse. Révolte féminine et appropriation bourgeoise. L'institution de la pilule a été une grande conquête du progrès social et moral, une reconnaissance par l'État des progrès de la médecine. Par la loi, l'usage de la pilule devient presque un devoir civique. Son usage signifierait surtout la libération de la femme. Toutefois, Kluskar distingue un usage bourgeois et un usage populaire de la pilule. Si l'universalité de la loi ne préjuge pas des cas particuliers, l'idéologie lui impose des intérêts de classe, de corporation. Le passage de l'universalité de la loi à son passage de classe commence pour Kluskar par la justification du pouvoir de classe par la loi progressiste, entre guillemets, la droite a octroyé la pilule. La loi est détournée également par sa non-application chez les populations qui la nécessiteraient le plus. L'aspect à la fois légal et subversif va permettre à nouveau à la nouvelle bourgeoisie de tenir les deux bouts. L'expansion universelle de la libido ludique ferait éclater les structures répressives de la société, mais sa vocation véritable est plutôt de soumettre âme et corps pour empêcher la révolution des travailleurs. L'idéologie de l'usage, dans le cas de la pilule, serait une nouvelle initiation au système, celle qui n'est pas dans le système, qui pilole des modèles, slogans, signes et conseils, sera moquée et mise en quarantaine mondaine. Les incitations à l'opinion libérale sont telles que l'adolescente demandera la pilule d'elle-même. Le mécanisme de l'idéologie crée le besoin et usage qui devient une fonction sociale. La pilule libère la femme, usage théorique révolutionnaire, mais la conditionnerait également, usage idéologique pratique. La libération sexuelle, promue par le système, revient à écarter le problème du couple au profit d'une vision de la sexualité purement ludique et libidinale. L'idéologie de l'industrie du désir, réduisant la sexualité à une consommation parmi tant d'autres. L'absurdité
atteint son apogée dans l'idée que l'émancipation de la femme passerait par son refus du mariage. Passerait par le refus du mariage, pardon. Par le refus du mariage, l'union libre. Pour Kluskar, c'est le combat mené par le phallocrate et la répugnance de l'engagement et de l'institutionnalisation. Autrefois, selon l'auteur, le phallo devait épouser ou inciter la femme à se faire avorter, qui l'aurait conduit à faire tomber enceinte. Selon Kluskar, selon Kluskar, le phallocrate va donc d'abord demander l'avortement comme droit, puis la libération sexuelle. La femme doit veiller d'elle-même à son corps, être disponible au désir sans importuner son corps, sois féministe et tais-toi. C'est la récupération mondaine du progrès social que Kluskar dénonce ici. L'avortement n'est, selon lui, concevable qu'en écartant le libéralisme permissif qui le récupère et l'idéologie réactionnaire qui l'interdit. Kluskar dénonce en ces termes les usages abusifs mondains qui manipulent les femmes pour maintenir le confort de l'homme. Dénoncer un certain usage ne signifie pas être contre, et Kluskar souhaite au contraire le plein usage de la loi, évitant la récupération idéologique. Il en va de même en ce qui concerne le marché du travail. La promesse d'insertion dans celui-ci pour la femme n'est qu'une voie royale vers le chômage et la précarité. Kluskar distingue deux destins de la femme, celui de la bourgeoisie qualifiée et diplômée, réalisant une profession libérale qui a le pouvoir de choisir, celui des femmes d'origine populaire, sans diplôme ni qualification, contraintes d'accepter n'importe quel travail pour lesquels divorce, avortement et travail seront de terribles souffrances. Le féminisme de cette époque, selon Kluskar, participe au système et consacre ces deux destins de femmes. Le féminisme vient d'une protestation légitime, mais ses bons sentiments sont dévoyés et anéantis. Pour Kluskar, la prédominance des classes rend impossible une alliance efficace des femmes dans la société actuelle. Si la femme de classe dominante est dominée par l'homme du même rang, elle reste dominante en comparaison à l'homme comme la femme des classes populaires. La lutte des classes a transformé l'antagonisme et la femme s'oppose à la femme, l'homme à l'homme, et femme et homme s'allient comme des classes s'opposent. On assisterait là à un corporatisme de sexe, mélangeant de façon confuse les intérêts du sexe féminin, de la culture bourgeoise et du discours libertaire. Tout pouvoir se retrouve identifié au pouvoir mâle. Le nouveau statut conféré à la femme n'est qu'un pouvoir mondain, stratégie du pouvoir de classe. La seule mesure de l'égalité entre hommes et femmes est celle devant le travail proposée par le socialisme, seule manière d'en finir avec l'Ève et l'homme éternel par un rôle commun dans le processus de production. La femme moderne serait libre, mais seulement de circuler, dans les enclos culturels et sociologiques mis en place par la nouvelle société libérale et capitaliste. Intégration définitive au système, relations père-fils et technologie avancée. Entre guillemets, si tu as ton bac, tu auras ta moto, ta guitare électrique, ta chaîne des filles ou ton Nikon. Le protocole de l'accession, donc je cite ce petit élément de discours. Le protocole de l'accession de ces objets va caractériser leur usage. L'initiation adolescente se termine et la participation adulte au système débute. Ces objets onéreux marquent des différences entre les classes. Signe de possession, comme pour la pilule. Kluskar définit deux usages de la moto, l'utilitaire et l'idéologique. Pour Kluskar, celui qui achète une petite cylindrée pour aller au travail et celui pour qui la grosse cylindrée n'est qu'un cadeau parmi tant d'autres ne sont pas dans la même situation. Pour le second, le corporatisme du motard est révélateur. L'actuelle manifestation de motards ressemble à un troupeau de moutons. La moto est un objet de luxe non utilitaire. Tout est prétexte à des regroupements et des défilés. Exposition ostentatoire, l'appareil par excellence du loisir, le danger de la mort lié à la moto devient le défi du motard. La contestation de l'ordre et du quotidien, de l'obligatoire, n'est plus marginale, mais est devenue une conduite ludique. Le jeune de milieu populaire, quant à lui, sait très bien ce que vaut une moto et pense nécessairement pouvoir se tirer d'affaire en cas de panne. Il aide ses copains et se fait aider par eux. Se crée une amicale spontanée de quartier ou d'entreprise bien différente du corporatisme mondain. Il veut savoir comment fonctionne sa moto, la monter et la démonter. Il démystifie l'objet et l'arrache à l'idéologie et rend l'objet à la technique, au travail. S'enchevêtrent à présent la libido et l'industrie, le ludique et le fonctionnel, le marginal et l'institutionnel. L'usage d'abord marginaux par l'initiation sont devenus comportements de masse. Seuls ceux
qui n'ont pas réalisé le parcours complet persisteront dans une consommation de signification ouvertement transgressive. Au sommet du système trône une innocence parfaite. Cette consommation mondaine a été offerte par le Père en cadeau et par le travail d'autrui, ce qui constitue la plus pure expression de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le système capitaliste s'ancre dans le système éducatif. Il accomplit un système de récompense par l'objet ludique de toute ratification de l'ordre familial. La famille fait de l'enfant un citoyen en reproduisant les rapports de production. Le système du travail-récompense-consommation ludique assure la reproduction des rapports de production. Le contrat au sein de la famille devient le même qu'avec la société. Il faudra réussir scolairement puis professionnellement pour pouvoir accéder à la récompense ludique. La logique du mondain, selon Kouskar, stratégie politique et culturelle du néo-capitalisme. Le néo-capitalisme se donne pour objectif la conquête de domaines ayant initialement la volonté de véhiculer des valeurs universelles. Le néo-capitalisme s'en servira pour véhiculer ses propres valeurs, comme dans la culture. Kluskar décrit précisément le processus de monopolisation du pouvoir par la nouvelle bourgeoisie, à travers une culture qu'il qualifie de terroriste, entre guillemets, qu'il qualifie entre guillemets de terroriste, en cela qu'elle doit in fine empêcher de saisir tout référent historique, condition nécessaire à l'occultation des rapports de production du point de vue du consommateur. L'esthétisation de l'art. L'auteur insiste sur le processus d'esthétisation des arts mis en place par le système. Toutes les formes d'art vont se voir rénovées en fonction des exigences du nouveau capitalisme. La mode culturelle permet la constitution d'une nouvelle élite mondaine qui monopolise les signes de la séduction et produit la figure du fantasme. Ce nouvel art synthétise la quête de l'avant-garde et la consommation libidinale, l'un peu fou et l'un peu mondain disposant à la fois du peuple et du geste sophistiqué. Kluskar perçoit cette esthétisation chez Jean-Luc Godard dans le cinéma ou chez Maurice Béjart dans la danse. Il observe en ce sens que l'art moderne se retrouve inscrit dans un processus plus général, la production des mythologies de la civilisation, l'inconscient collectif de notre modernité. Cette mythologie se réalise à travers des allégories d'actes exemplaires réalisés par des personnages exemplaires. L'existence de cette mythologie retrouve ses bases dans le réel, mais est esthétisée par le néo-capitalisme. Le contenu idéologique est induit par l'esthétisation progressive, mais également caché par celle-ci pour rendre l'idéologie plus appréciable et ainsi acceptable. Mode et démode. La mode est une dynamique de groupe permettant un produit d'acquisition d'une nouvelle forme d'esthétisme. La démode est son oubli. Comment un jean a-t-il pu être anticonformiste et anti-institutionnel avant de devenir le signe même de la banalité? La mode n'est que la forme d'un moment, celle d'un objet, d'un produit, qui tombe ensuite dans la consommation courante et perd ainsi sa mondanité. On ne reconnaît plus le modèle originel dans la massification, la consommation de masse semble, tenir, semble trahir la consommation de masse, semble trahir le message d'origine. Mode et démode sont la partie visible de l'iceberg qu'est le mondain. Pour Roland Barthes, la mode est réduite au signe de la mode. C'est l'idéologie du signifiant qui occulte le pouvoir de l'idéologie de la consommation mondaine nommée mode. Le signifiant de la mode permet d'ignorer le fait que celle-ci est la rencontre du processus de production et de consommation. Le terrorisme culturel de la frivolité empêche la compréhension de cette consommation en tant que consommation mondaine, vectrice d'aliénation, déconnectée de la réalité du processus de production. La mode apparaît comme la forme séduisante de la symbolique de l'échange. Kluskar, dans son analyse du prêt-à-porter, prend l'exemple du jean, arme de séduction massive du capitalisme. Le jean, comme uniforme du désir, permet une fois de plus à tout le monde d'accéder à la nouvelle mondanité promue par les États-Unis. Les femmes qui n'en portent pas seront vieux jeux, réac.
Les porteuses deviennent mondaines dans un contexte paradoxal de dénonciation du sois belle et tais-toi. Subversive, féministe, libre, une émancipation qui n'est aux yeux de Kluskar qu'une promotion mondaine forgeant l'encadrement de la social-démocratie libertaire, le pouvoir du libéralisme qui détient de façon croissante un monopole culturel. Un signe est d'autant plus efficace dans sa dimension idéologique qu'il apparaît naturel. Type d'usager mondain et cascade des snobismes. La consommation ludique et libidinale, comme le montre Kluskar, se détache du modèle sélectif originel et devient progressivement consommation de masse. Le système a implanté le droit à la différence. Or, ce droit correspond plutôt au droit d'imiter, de rejoindre le groupement des conservateurs mondains, accessible à présent au bas peuple. Ce système doit aboutir à une classe unique, mais cette prétendue différence autorise en réalité un nouveau système de hiérarchie. Kluskar parle d'une cascade de snobisme, de mondanité, une hiérarchisation horizontale au sein même de la mondanité, ayant pour objectif constant de se différencier. On aboutit à un snobisme de masse, lorsque la masse devient à la mode et accède à la mondanité. Il faut lancer des nouvelles tendances. Kluskar propose en ce sens des sous-dimensions de l'usage mondain. La vedette est un type de mondain pur produit du système, de la promotion de vente de l'industrie, du loisir et du plaisir, qui s'est vendu au succès, au show business, aux valeurs culturelles des médias. Elle conditionne les masses. Le mondain n'est ici ni strictement le pouvoir de l'argent, ni celui du sexe ou de la jeunesse, ni celui de la beauté, mais celui de leur promotion réciproque. Vient ensuite l'usage mondain des classes moyennes. Kluskar prend l'exemple du club méditerranéen, représentant l'arrivisme, et d'Ibiza, représentant la consommation de masse, snob sans le dire, et où tout le monde peut aller bien que sélectif. Le club Med n'est que c'est la classe moyenne, pardon, c'est la classe moyenne qui a pu bénéficier de la croissance en quête d'un modèle promotionnel du loisir. La jouissance n'est plus dans l'avoir, mais dans la dépense du revenu. La jouissance n'est plus dans l'avoir, mais dans la dépense du revenu, ce qui signifie la fin de la thésaurisation. Ibiza est définie comme la libre cité de la consommation mondaine. Cette consommation se veut brutale, massive, sans détour. Comme au Club Med, on prévoit un emploi du temps pour rentabiliser son temps dans le ludique et le libidinal. Le mondain et ses signifiants y sont appauvris par la violence de la consommation. On s'adresse ici aux incultes du mondain, ou entre guillemets demeurés à faible capital culturel, pour les faire adhérer à la consommation capitaliste, à une consommation vide de tout contenu. L'idée finale est d'empêcher l'accès à une conscience politique en fabriquant entre guillemets des abrutis, au sens fort du terme, ce que l'auteur résume par la formule suivante: sans les faire accéder au festin, on exaspère leur envie. L'innocence du néo-capitalisme, la logique du marché pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour Kluskar, la société de consommation est une civilisation que le capitalisme a fabriquée et exportée. Pour Kluskar, la société de consommation est une civilisation que le capitalisme a fabriquée et exportée. Le capitalisme a utilisé la social-démocratie pour se mettre en œuvre, permettant une meilleure gestion possible de ce système. Le capitalisme a inventé l'innocence, plus de péché, de tabou ou de culpabilité, seul reste le droit à la jouissance, une fausse innocence, une fausse naïveté, qui est l'essence du mondain, du système et qui fonde la civilisation capitaliste. Sans idéologie, pas de marché. Sans marché, pas d'idéologie. C'est la mode qui permet la valorisation idéologique de la marchandise. La mode fait oublier sa fonction mercantile. L'économique doit disparaître sous le signifiant. La fonction esthétique doit remplacer la fonction économique aux yeux du consommateur. Les dépenses dans la société capitaliste sont un gaspillage, un surplus, une destruction somptuaire des richesses produites par la classe ouvrière. Le capitalisme propose les moyens de la réalisation libidinale, ludique et marginale de l'atome social, de l'individu en tant qu'individu. Une consommation transgressive à l'encontre de l'État, du père, des institutions, de la société, un mode de consommation issu de l'extorsion de la plus-value. L'idéologie du désir a permis la récupération de toutes les oppositions traditionnelles, notamment à gauche. Il les a même intégrées dans son idéologie comme moyen de se développer en promouvant la vente de produits ludiques et libidinaux. Le mondain est en son sens
pardon, le mondain est en son essence, excusez-moi, euh, voilà. Le mondain est en son essence la jouissance des rapports de production. Son existence dépend du manque de l'un et du surplus de l'autre. Elle est la jouissance de l'exploitation de l'homme par l'homme. Cette jouissance dépend d'ailleurs du fait que l'autre n'y ait pas accès. Le mondain est ainsi l'expression structurale des rapports de classe. La consommation mondaine produit finalement l'asservissement qu'elle prétend combattre dans son rejet de la société industrielle et ses contraintes. La gauche et droite enfin réunies. Le capitalisme repose sur un paradoxe, un libéralisme économique étatisé et un appareil d'État social-démocrate. Le capitalisme a viré à gauche au niveau politique et culturel. En parallèle, il a viré à droite au niveau économique et social. Un système d'échange où gauche et droite offrent des services pour être récompensés se met en place. La gauche offre un discours contestataire du pouvoir traditionnel et un nouveau modèle d'usage des objets et reçoit la libéralisation des mœurs et les points de pouvoir administratif. La droite offre l'appareil de production technocratique étatique, les objets fabriqués de la consommation mondaine et de la société de loisirs, et reçoit le détournement de la révolution technologique et scientifique aux dépens du travailleur, ainsi qu'une gestion de la crise qui reconduit l'austérité par la gauche. On réconcilie le centre droit qui récupère la droite traditionnelle avec le centre-gauche qui récupère la gauche en isolant le PCF. Ce système permet la meilleure gestion de la production par la consommation. La crise révèle la nature profonde de tout ce système, l'austérité. Plus elle s'aggrave, plus l'industrie du plaisir, du loisir s'étend. La jouissance social-démocrate nécessite l'inflation, le chômage. Elle se nourrit du mal-être pour justifier son modèle ludique, car le mal-être induit la nécessité de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Un cycle profondément vicieux. Les producteurs doivent toujours produire davantage pour que les non-producteurs aient la vie plus facile. Autrement dit, les agriculteurs doivent accepter de se sacrifier pour que la France continue, pour que la France puisse se nourrir et gaspiller. C'est le détournement de sens de l'usage fonctionnel et de la révolution industrielle qui aboutit aux crises internes de la gestion social-démocrate libertaire. Une, cri- une critique par l'exemple dépassé. C'est la dernière partie. Kluskar livre un ouvrage dans un style presque littéraire, bien moins académique que les sociologues de son temps dans le style, mais pas moins rigoureux dans sa démarche sociologique. À travers des métaphores sociologiques, anthropologiques, psychologiques, il parvient à nous immerger dans le détail du capitalisme contemporain. La gouvernance par la social-démocratie libertaire est vue comme un adjuvant du nouveau capitalisme si bien rodé, ayant investi la société par le milieu culturel, par la séduction de la classe moyenne notamment. Kluskar se montre aussi critique vis-à-vis des néo-mondains, ces individus intellectuels de gauche encore persuadés de persister dans la subversion, quand ils ne sont que des agents de ce même capitalisme, faisant perdre conscience de la profondeur de l'assertion du capitalisme dans notre quotidien. Sa description de l'opposition entre loisir et travail au sein du nouveau système prônant la consommation de masse apparaît comme particulièrement pertinente. Pour lui, cette inéluctable opposition est mise en place afin de devenir le destin de l'homme, le travail et la consommation ludique et libidinale, tout en permettant d'omettre l'étude de la totalité des rapports de production et de consommation. Le système a trouvé un moyen d'exploiter tous les temps du vécu de l'homme moderne, son travail, productivisme et licenciement, mais aussi de son temps de travail, productivisme et licenciement, mais aussi de loisirs, exploitation de l'industrie du loisir, développement du tourisme, le temps du transport, hausse du prix des transports en commun, de l'essence, etc. De même que le capitalisme fabrique la pollution et l'industrie antipolitive dans le même temps. Il fabrique la pathologie mentale liée au rythme et ses prétendus remèdes, comme la drogue ou plus récemment les ouvrages de développement personnel. Pour Kluskar, la lutte contre les insécurités sans cesse croissantes est aussi devenue le prétexte du délit de faciès, de la suspicion généralisée de l'État policier dans une logique toujours valable de nos jours. Le sentiment d'insécurité a été renforcé par le changement climatique,
et la proximité de la fin du monde. La lutte des classes paraîtrait alors bien négligeable aux yeux du peuple lui-même, pour ces raisons. Toutefois, Michel Kluskar paraît s'enfermer dans une vision particulière du communisme qui exclut les oppressions systémiques hors classe. Avec son analyse des progrès de l'émancipation féminine, réduit à un simple accès à la mondanité. De même, les termes employés peuvent paraître d'un autre temps, ou réducteurs. Le rock, boom boom, c'est toujours pareil, avec cette tendance à tout globaliser et catégoriser propre à la sociologie. Des raccourcis intellectuels apparaissent parfois. Le féminisme et la phallocratie se vaudraient au nom de leur ancrage dans la société néolibérale. Une vision qui peut paraître bien peu compréhensive des rapports de force en dehors des rapports de production. Rappelons que Kluskar parle toujours, depuis le contexte de son époque, et que ses visions du féminisme, par exemple, sont ancrées dans celle-ci, les luttes féministes ayant évolué depuis. Bon. Entre parenthèses, j'en suis pas sûr, hein. Il me semble que aujourd'hui, Kluskar est encore plus pertinent, étant donné l'évolution du capitalisme. Je pense que quand même, le Kluskar est devenu encore plus pertinent qu'il le dise. La question des oppressions systémiques, c'est vraiment à nuancer, hein. C'est vraiment à nuancer parce que le capitalisme utilise cette notion d'oppression systémique pour diviser les travailleurs. Voilà. Donc Kluskar a parfaitement raison sur ça. J'en ferme la parenthèse. Si toutes les pratiques et usages décrits dans l'ouvrage apparaissent en effet comme des instrumentalisations du système, ou tout du moins des initiations à la mondanité, ne peuvent-elles toutefois pas être vues dehors du système comme des réalisations intrinsèquement positives. N'est-il pas possible de prendre du plaisir dans ces réalisations positives, sans perdre de vue leur instrumentalisation par le système? La liberté sexuelle ou l'émancipation féminine doivent-elles être systématiquement critiquées, alors qu'elles pourraient être réalisées au nom des valeurs les plus nobles dans un tout autre système, au nom de valeurs plus nobles dans un tout autre système. Il en va de même pour l'écologie. Kluskar décrit les logiques décroissantes ou écologistes comme des instruments du système. La lutte contre le nucléaire comme un embourgeoisement des luttes, qui écarterait de la seule vraie lutte, la lutte des classes. Une vision qui occulte le fait que qu'écologie et lutte des classes sont fondamentalement compatibles, parties prenantes d'un même projet internationaliste, socialiste, prônant la satisfaction des besoins nécessaires, comme le décrivait Marx lui-même. Sa critique acerbe de cette modernité explique peut-être que des idéologues d'extrême droite, comme Alain Soral, se revendiquent de sa pensée. Or, il lui rétorquait en 2007, dans un entretien donné au journal L'Humanité, dans lequel il était justement question de cette réappropriation de son travail: je ne l'ai jamais désigné comme héritier, car je ne me reconnais pas du tout dans l'exercice qu'il croit bon de faire, à présent, de ses dons, pour poser un statut de penseur. Associé d'une manière quelconque, nos deux noms s'apparentent à un détournement de fond. Il s'avère qu'Alain Soral croit bon de dériver vers l'extrême droite. Le Pen est aux antipodes de ma pensée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, je reviens, en fait, si vous voulez, à ma réflexion, hein, de base, hein. Bon, je trouve que bon, la conclusion est un peu naïve, hein. Évidemment, évidemment, il y a le problème, effectivement, de la récupération de Kluskar par des individus de droite ou d'extrême droite, par sa récupération par des conservateurs ou des réactionnaires, puisqu'il critiquait le progressisme. Et en fait, Kluskar critiquait effectivement le progressisme par sa récupération par un libéralisme culturel, en fait. Moi, j'ai eu des réflexions à peu près similaires de mon côté avant de m'intéresser à Kluskar, et je me suis peu à peu demandé s'il n'y avait pas en fait deux progressismes. Un progressisme à la française, disons, entre guillemets, hein, parce que je ne veux pas faire de chauvinisme, mais un progressisme à la française, socialiste et républicain, et un progressisme à l'anglo-saxonne, libéral et communautaire, celui que fait par exemple le Parti démocrate américain. Euh, le Parti démocrate aux États-Unis, qui se dit progressisme et qui a l'air de confondre en fait libéralisme et progressisme. Et effectivement, je trouve que c'est assez stupide
d'opposer bêtement progressistes et conservateurs, sachant que les libéraux ont récupéré un peu trop souvent le vocable progressiste pour faire progresser de nouveaux marchés. Et donc, en fait, les socialistes et les communistes, aujourd'hui, malheureusement, sont trop dans un logiciel progressiste libéral, alors qu'ils devraient développer un progressisme socialiste qui n'ait rien à voir avec le progressisme libéral. Euh, et ça, malheureusement, on a aujourd'hui une gauche qui n'a pas de base matérialiste solide. Donc voilà, il faut vraiment s'en rendre compte. Par exemple, parler d'oppression systémique, il faut se poser la question que lorsqu'on a affaire à un système, comment on explique le fonctionnement de ce système si on est matérialiste. Bah, pour un marxiste, ce système s'explique notamment par l'économie. Mais on peut faire pareil, par exemple, avec le droit, hein. Ça, il y a deux visions qui peuvent expliquer la société. Il y a l'infrastructure, au sens marxiste du terme. Au sens marxiste du terme, il y a l'infrastructure, l'économie qui supporte la superstructure, justement, qui est l'État, en fait, qui est le politique, qui est les institutions, le droit, qui est de l'ordre de la politique des institutions, du droit et du discours idéologique aussi. Et voilà, bah, typiquement, pour financer un État, il repose sur des bases économiques, un média aussi, un parti politique aussi. Et vous avez ces deux axes-là, en fait. C'est d'expliquer comment fonctionne un système. Et quand on parle de domination systémique, ok, vous faites des catégorisations sociologiques. Aujourd'hui, les progressistes entre guillemets, les font de façon très stéréotypée, en s'imaginant qu'il y a toujours un patriarcat du 19e siècle au 21e siècle. C'est débile. En fait, c'est pas avoir compris qu'il y a des choses qui ont changé. Pareil, en opposant bêtement blanc et noir, hommes et femmes, comme le font aujourd'hui des progressistes autoproclamés, on s'éloigne complètement de la lutte des classes, hein. C'est ça. Enfin. Alors que normalement, si on est dans une optique progressiste réelle, on unirait blanc et noir, hommes et femmes, dans le combat commun qui est le combat de classe. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui, c'est malheureux, hein. Et Kluskar est très intéressant pour la critique de l'aliénation capitaliste, de l'idéolibéralisme comme idéologie aliénante. Au début, je m'étais méfié parce que au début, j'avais entendu parler du PRCF qui éditait aux éditions Delga ce bouquin comme un parti stalinien. Donc, réac, tout ça, tout ce que vous voulez. Bon, et en fait, c'est faux. Euh, c'est plus complexe que ça, hein. C'est réduire c'est aussi débile que réduire l'opposition progressiste-conservateur. Et donc, je me suis finalement intéressé, parce que le chemin se faisant, j'ai voulu vraiment comprendre. Et donc, je l'ai lu, lui. C'est le premier Kluskar que j'ai lu, hein. C'est vrai que j'ai découvert Kluskar relativement récemment, hein, il y a quelques années, il y a quelques mois ou quelques années, je ne me souviens plus exactement. Il semble, oui, ça doit faire moins d'un an que j'ai découvert Kluskar et j'ai adoré. Il a vraiment tout compris, hein. Le capitalisme de la séduction aux éditions Delga. Vraiment, en fait, ça, c'est l'œuvre de Kluskar. Et Kluskar, c'est un individu très intéressant. Ça a vraiment apporté des réponses. Vraiment, il faut qu'on s'intéresse à l'œuvre de Kluskar, nous autres marxistes. Parce que sinon, on n'arrivera pas à comprendre en entier les mécanismes de manipulation du capital. Parce que le capital arrive à la fois à utiliser la marchandise pour faire de nouveaux profits et pour faire sa promotion, son autopromotion. C'est le mécanisme de la publicité, le mécanisme de la propagande. Euh, le capitalisme, il a réussi aujourd'hui, avec la gauche et la droite, à avoir à la fois le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, si la gauche ne s'intéresse pas à l'œuvre de Kluskar, hein, évidemment avec toutes les nuances possibles que vous voulez, hein, eh bien, et à le comprendre avec une optique communiste et républicaine, eh bien, on risque de ne pas avancer, hein.
Voilà. Donc, du coup, ce que j'envisage, je vous encourage tous à lire Kluskar. C'est aux éditions Delga, hein. C'est très intéressant. Voilà. Je vous ai fait la promotion d'un bouquin écrit par Kluskar, mais celui-là, c'est un ouvrage majeur. C'est un ouvrage majeur. C'est un ouvrage majeur. Vraiment, lisez-le. C'est vrai que c'est un peu. Le style est assez chiant, hein. Je reconnais. Il y a des passages qui sont assez barbants. Mais il y a une finesse, en fait, dans ce bouquin qui est assez évidente. Et il faut avoir le courage d'ouvrir les yeux sur les mutations du néo-capitalisme depuis le plan Marshall, de se méfier du progressisme de supermarché qui existe aujourd'hui, et pour justement, en fait, à arriver sur une refondation progressive. D'ailleurs, c'est le titre d'un des ouvrages de Kluskar, mais bon, ça c'est autre chose. Camarades et citoyens, camarades et citoyennes, intéressez-vous à Michel Kluskar. Sur ce, je vous souhaite, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, de prendre soin de vous. Raison et égalité, nous vaincrons, camarades, citoyens et citoyennes.